Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est le premier jeudi du mois et Thomas Munier qui ne fait pas qu'écrire des articles pour le blog de la cellule, est venu avec un jeu de sa création, S'échapper des faubourgs, et on va le tester pour vous aujourd'hui. Thomas, tu as 10 minutes pour nous présenter ce jeu. Il a été créé au Game Chef, je crois, c'est ça ? Voilà, d'abord, bonjour tout le monde, bonjour à tous les podcasteurs. Bonjour. Flavie est avec nous, Thomas est avec nous, et on y va. Donc, S'échapper des faubourgs, effectivement, c'est un jeu de rôle à autorité partagée qui a été écrit pour le Game Chef 2013. Game Chef, c'est un concours international de création de jeux de rôle qui, en fait, se propose de créer un jeu en 9 jours avec une contrainte de départ. Donc cette année, la contrainte de départ, c'était d'utiliser des icônes qui étaient fournies. Et donc, moi, j'ai fait donc ce jeu, S'échapper des faubourgs. Et on va dire que ma propre contrainte quand j'ai écrit le jeu, c'était de tester les limites du jeu de rôle. C'est-à-dire jusqu'où on peut aller dans ce qu'on propose à l'intérieur d'un jeu de rôle, que ce soit en termes de rédaction des règles, en termes de contenu, en termes de propositions ludiques. Jusqu'où on peut aller pour que ça reste un jeu jouable et intéressant. Et est-ce qu'il y a des tabous en jeu de rôle ? Voilà. J'ai du mal à te suivre, c'est-à-dire à quel niveau ? Parce que jusqu'où on peut aller dans le Dans gore ? la rédaction, je ne comprends pas non plus. Ouais. Ben, sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'où on peut aller en termes de morale, jusqu'où on peut aller aussi en termes de game design, c'est-à-dire par exemple, est-ce qu'on peut s'autoriser à écrire des règles qui soient énigmatiques, par exemple. Ouh. En fait, est-ce qu'on peut faire un mindfuck en jeu de rôle ? Qu'est-ce que tu appelles un mindfuck ? Les mindfuck, tu en as pas mal dans le cinéma ou dans la littérature. Ce sont des œuvres qui sont hermétiques. Ah, du genre, le truc qu'on a regardé du mec de Donnie Darko l'autre jour. Voilà, Donnie Darko, par exemple, c'est un mindfuck. C'est-à-dire qu'il faut, ou Memento, super exemple, quoi. Ouais. C'est des films. Southland Tales. Voilà. Les beaux gosses ne se suicident pas. Quoi. Voilà. Bon, je pense que ces exemples sont suffisants pour expliquer qu'un mindfuck, c'est une œuvre qui ne donne pas... C'est pas forcément quelque chose de très violent. Pas forcément, mais c'est quelque chose qui ne donne pas ses clés facilement. Quoi. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, je peux te poser une question du coup, parce que le mindfuck généralement repose sur une personnalité forte qui va imposer aux autres sa vision, sauf que là on est tous autour d'une table, donc normalement pour jouer ensemble il faut pouvoir s'accorder sur certaines choses. Or si c'est un mindfuck, le principe même du mindfuck c'est que tu as tes clés et que tu ne les délivres pas et c'est aux autres de les trouver. Du coup comment t'as un chat autour de la table ? Il y a un meneur dans... Il y a un meneur qui doit avoir lu les règles au préalable. D'accord. Là, c'est toi qui va mener. Et qui va, entre guillemets, justement, faire certaines révélations. C'est-à-dire qu'il y a des révélations... il y a des révélations de setting en cours de jeu, mais il y aura aussi des révélations de règles. C'est-à-dire que toutes les règles ne sont pas connues de tous les participants au départ. D'accord. Ok. D'accord. Ok, très bien. C'est donc un jeu de rôle avec des règles, toi. Comme on les aime. Des picaseries. Voilà. Alors, je vais peut-être dire quelques mots quand même sur le thème de jeu. En fait, dans S'échapper des faubourgs, nous jouons des amis qui se retrouvent dans les faubourgs, qui est un endroit cauchemardesque et pourtant étrangement familier. Et c'est un endroit dont nous allons essayer de nous échapper à tout prix. Parce qu'il est invivable, il est cauchemardesque, il est mortel. Et donc on va chercher à tout prix à s'échapper. Dans cette tentative d'évasion, on va être confronté à nos propres traumas, à notre propre violence. Et ça va dégénérer. Alors, deuxième question. Propre trauma, propre violence. Tu parles aussi pas mal de tester la morale. Du coup, je me pose la question de savoir si ce jeu est jouable avec des gens que tu connais pas, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas envie de se dévoiler énormément quand ils jouent au jeu de rôle, ou je pense qu'il faut vraiment se sentir du coup bien avec les gens avec qui tu vas jouer et en confiance. Ou alors est-ce que justement le fait de tester le cauchemar fait que tu devrais jouer avec des gens avec qui tu n'es pas forcément en confiance et te confronter à tes pires peurs ? Eh bien, en tant que personne, je vais avoir une réponse. Notamment, je pense qu'en tant que personne, je vais te dire que je ne jouerai pas à S'échapper des faubourgs avec des gens que je ne connais pas.
Ça répond à ma question. Ou alors en convention où j'aurais bien expliqué, j'aurais mis un avertissement dans l'intitulé de ma partie, quoi, pour que les gens soient quand même préparés. Ouais. Interdit au moins. Mais le livre, ce n'est pas le propos du livre. Le propos notamment ne donne aucune consigne sur les lignes et les voiles, sur les démarches telles que je ne t'abandonnerai pas. Tu Donc, les connais le ces livre- démarches d'Emily Carbos Ou... Oui. On peut en parler un petit On peu peut en parler un petit peu parce que moi je les connais pas très bien. Je c'est pense surtout que Fabien. ce sera plus clair plus après. parlant si on en parle après avoir D'accord, joué. ok, ça marche très bien, D'accord. très bien. Du point de vue du système de résolution, du système de jeu, donc système de jeu, on a vu il y a un meneur de jeu. Est-ce qu'il a les mêmes pouvoirs que dans un jeu de rôle classique? Non, Ou, c'est un système à autorité partagée. D'accord. En fait, Oh là 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 là. grosso modo, le meneur de jeu va éventuellement donner des conseils sur la cohérence. En fait, il va avoir un rôle d'animateur. D'accord. Il joue un personnage joueur comme les autres. Mhm. Enfin, une personne, parce que les personnages joueurs s'appellent les personnes dans le jeu. Il joue une D'accord. personne comme les autres, donc il n'est pas au-dessus des règles. Et le truc un peu par contre, le truc un peu vraiment spécial qu'il a le maître de jeu dans S'échapper des faubourgs, c'est qu'il connaît certaines règles que les autres ne connaissent pas au départ et qui va révéler au fur et à mesure quand ça s'avérera nécessaire. Du coup, D'accord. tu dis jeu de rôle à autorité partagée, c'est chacun son tour, on va parler ou le meneur Ouais, tout à fait. Il y a un décrit- passage de conque par tour, quoi. D'accord. Et donc ça c'est pour le système de jeu, système de résolution. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des pièces Alors comme le d'un jeu de plateau. système de résolution, en fait, on a un pion qu'on va avancer sur un plateau. Et en fait, pour faire nos actions, on a une rose des vents. Alors le jeu est de toute façon disponible sur internet Oui. en format PDF. On peut le télécharger gratuitement. Alors oui, vous le trouverez sur mon blog Outsider, donc faut aller sur le blog et puis Voilà. sur la page catalogue. Et puis vous pouvez aussi Vous pouvez le télécharger l'acheter gratuitement en version illustrée ou acheter le livre. ou acheter le livre sur Lulu toujours. Voilà, c'est là que tu tout à travailles. fait, ouais. Et donc pour une dizaine d'euros, c'est ça. Je rappelle plus le prix exact, mais ça doit être ça, ouais. D'accord, ok. Donc, si vous avez des difficultés d'ores et déjà à suivre ce podcast, parce que c'est vrai qu'on va parler de pièces, de jeux de plateau, téléchargez tout de suite, alors que vous nous écoutez, le petit PDF, et puis ça vous permettra d'un peu mieux suivre ce que dit Pika. Voilà. Cependant, Thomas essaye vraiment de faire l'effort de bien décrire pour les auditeurs qui seraient en voiture à l'heure actuelle ou qui partiraient Tout à au fait. travail. Qui seraient... Eh bien, en fait, on a un plateau qui schématise les faubourgs, Ouais. qui est divisé en plusieurs sections, qui sont les quartiers. Bon, c'est un hexagone, hein, si mais... Non, ce que tu as sous les yeux, là, c'est la rose des vents. Ah, Je vais te d'accord, ok. montrer le plateau. Il est là. Essayer de Voilà. décrire. D'accord. Donc le plateau, c'est une petite tête. Voilà. Et à ok. l'intérieur de cette tête, il y a plusieurs sections qui sont les quartiers des faubourgs. Mhm. Et il y a un quartier qui est au milieu des autres, qui fait la jonction entre les autres, qui s'appelle le passage. D'accord. Et ce quartier, il est spécial puisqu'il effectue une rotation pour donner, du coup, il ne permet d'accéder qu'à 2 quartiers à la fois, quoi. Ouais, c'est comme un pont en fait qui tournerait Voilà, entre les exactement. 6 Il y a quartiers. un 1, pont 2, tournant 3, entre 4, les 6 5, quartiers, entre les 6 quartiers À du chaque jeu. fois, il relie les 2 quartiers Voilà. opposés. Et j'imagine fait. que ceux qui sont enfermés dans les quartiers qui ne sont Bah, pas ils peuvent pas accessibles par bouger, le pont, ils quoi. peuvent pas bouger. Et en fait, quand on veut faire une action dans le jeu, on utilise une rose des vents. En fait, c'est un papier qu'on peut plier. C'est comme, vous imaginez une fleur, et vous pouvez plier les pétales les unes sur les autres. D'accord. Et en fait, quand vous faites une action qui est sur une pétale, vous repliez la pétale vers l'intérieur. Et du coup, vous Tu pouvez dis plus une faire. pétale, toi On dit une pétale Non, un pétale. C'est un pétale, d'accord. Effectivement, du coup, vous pouvez plus faire l'action. D'accord. En fait, parce que dans un cauchemar, nos actions sont saccadées, on perd notre souffle, et en fait, ce qui fait que l'action est bloquée une fois qu'elle a été faite. D'accord. Pendant son tour, on peut faire 3 manœuvres. La première manœuvre, c'est forcément faire une action, c'est-à-dire plier un pétale. Et les 2 manœuvres qui suivent, on a le choix entre faire une autre action, donc plier un nouveau un pétale, ou déplier un pétale. Alors on peut déplier n'importe quel pétale, même s'il y en a d'autres qui se sont superposés par-dessus. Donc du coup, ça va donner un côté très tactique au jeu, quoi. Ouais, c'est intéressant. Déjà, Et donc il n'y a pas de Ouais. hasard. Hein. Par exemple, pour vous donner, il y a une action, c'est tuer un monstre. En fait, je plie la pétale, je tue le monstre qui est dans le même quartier que moi. Il n'y a pas d'aléatoire. D'accord.
C'est vachement Il n'y a intéressant. pas de point de vie. Hein. Vos personnages n'ont pas de point de vie. Donc on a 6 actions. J'imagine qu'une fois le pétale plié, on va pouvoir le déplier. Donc Ouais, y en a qui c'est à toi de gérer, mais tu auras peut-être envie de déplier au fur et à mesure. Tu auras sans doute tes actions fétiches que tu pourras faire plus souvent que les autres. Flavie. Mais si c'est un cauchemar, enfin, dit comme ça, pour l'instant, on a toujours l'occasion de refaire une action, mais si c'est un cauchemar, du coup, c'est parce qu'on va vivre des trucs durs pour nous et nos personnes, ou est-ce que c'est parce qu'on peut aussi mourir dans le jeu? Tu peux mourir dans les deux. D'accord. Les deux, mon capitaine. Bon, je pense qu'on on joue là. Ouais, voilà, on a présenté le jeu. On va pouvoir jouer tranquillement. Il y a un débat qui va forcément émerger de ce podcast, Pika, et je l'annonce avant même. Moi, déjà, ton jeu, il a tout pour ne pas me plaire. C'est un jeu d'autorité partagée. On va, si je comprends bien, on va aller interroger les limites du, comment dire, du raisonnable, les limites du jeu de rôle, tout ça. Jusqu'où peut-on aller autour d'une table sans finir par se lever en criant le roi est mort, vive le roi. Voilà, c'est ça. Donc il va forcément y avoir un débat, à mon avis, qui va émerger là-dessus. Mais j'imagine que tu le souhaitais. C'est jusqu'où on peut aller dans le jeu de rôle. Voilà. Et ben justement, on va voir. Allez, déjà, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la partie? On va vous dire ça. C'est parti, jouons. Voilà, fin de partie. C'est quand on voit des mondes pareils qu'on se dit qu'on est bien content de vivre dans notre monde à nous, notre monde physique avec sa physique, parce que qu'est-ce que c'est cauchemardesque. Oui, d'ailleurs, je tiens à m'excuser, j'ai complètement oublié de vous présenter à nos auditeurs tout à l'heure en début de podcast, j'étais un peu à la masse. Donc Flavie est avec nous, bien sûr, Flavie, ça va la pêche. Hein. Ouais, la patate. On t'a déjà entendu, et Thomas est avec nous, ils ont tous les trois, nous avons joué à cette partie extraordinaire de s'échapper des faubourgs. Et on peut dire déjà d'entrée de jeu, c'est un très 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 bon jeu. Des mécaniques de jeu qui m'ont beaucoup plu, moi, les mécaniques de jeu surtout. Ouais. Il y a vraiment plein de choses à dire du point de vue des mécaniques du jeu. Ça va être assez difficile de vous expliquer toutes les ingéniosités des mécanismes parce qu'il faudrait en fait avoir les papiers et les différentes combinaisons possibles. Par exemple, la fleur, le système de la fleur, ça c'est absolument génial. Je rappelle une deuxième fois que PDF. Comme on peut télécharger le PDF illustré gratuitement, il est possible d'écouter ce podcast avec le PDF sous les yeux, voire même, c'est ce que je conseille quand on découvre le jeu, quand on découvre les règles du jeu, donc c'est d'imprimer la rose des vents, la découper, la préparer, et puis essayer de plier un petit peu pour comprendre comment ça marche. Alors Thomas, tu nous confirmes que le plateau avec lequel on a joué ce soir, enfin aujourd'hui, cet après-midi, est disponible dans le jeu? Oui, bien sûr. Pas cette dimension-là, parce que j'ai vu que c'était un plateau en A4. Ouais, c'est disponible en A5, ouais. D'accord, mais après, de toute façon, tu peux l'imprimer depuis le net en A5. En A4. Hein. Et à mon avis, pour le confort, c'est bien d'avoir un A4. Oui. Pour ça. Là, on l'a vraiment. C'était pratique quand même. Je me suis posé la question. Je me suis dit, ça doit vraiment être balèze de jouer. Ça renforce l'aspect confinement du jeu, quoi. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut faire un rapide tour de table pour voir si on a des réflexions? Moi, j'ai pris une quantité innombrable de notes. J'ai plein de choses à dire. Donc, Flavie, est-ce que tu veux commencer par un sentiment? Moi, c'est le système. Enfin, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses comme tout jeu de rôle, mais le système du pétale qu'on replie pour faire une action, c'est simple, c'est pratique. C'est les règles de jeu sont sur ton pétale au final presque, à part une ou deux qui sont cachées. Du coup, c'est simple et je trouve ça agréable. C'est génial. Alors ça c'est vraiment le gros truc du jeu, le vrai truc je trouve innovant de ce jeu, c'est ça, c'est que le personnage est résumé, enfin les actions possibles des joueurs, pas forcément du personnage. Les actions possibles des joueurs sont résumées sur un hexagone en forme de fleur et chaque action que vous pouvez faire en tant que joueur, j'insiste, est écrite sur l'un de ces pétales. Et quand vous effectuez l'action, vous repliez le pétale de sorte que vous ne pouvez plus le faire, vous êtes interdit de le faire jusqu'à ce que vous vous reposiez, auquel cas, donc le repos, c'est on dit que son personnage se repose seul et qu'il réfléchit, etc. Et hop, tac, on redéplie le pétale et on peut à nouveau faire cette action.
Alors, Mais ça, du coup, l'avantage, c'est que ça nous Vas-y. indique quelles actions on peut faire, mais ça nous montre aussi quels sont les futurs choix stratégiques des autres. Et au fur et à mesure, ça va prendre, Tout à de fait. l'importance. Et c'est ça qui est trop bien Tout aussi. à fait. Donc c'est vraiment un super système parce que on voit tout de suite les actions qu'on a déjà faites, les actions qu'il nous est possible de faire et les actions qu'il est possible de faire aux autres. Et en fait, et ça tu nous l'avais pas dit quand tu as présenté le jeu, mais c'est que c'est un jeu qui est narratif tactique, sachant que la tactique n'est pas, comment dire, elle n'est pas handicapante pour la narration. C'est-à-dire que la tactique, au contraire, sert la narration. Elle vient pas parasiter la narration, cette En tactique. fait, ce que je Thomas, voulais dans les mécaniques là, c'était encourager la proposition la- la- créative narrativiste. Oui, oui, c'est Oui, possible, mais bah surtout oui. par rapport à la tactique, je voulais qu'il y ait une synesthésie, c'est-à-dire qu'en fait, que le stress de faire oui ou non le bon choix tactique, C'est réussi. ce soit aussi le stress du personnage, Ah, quoi. c'est super bien réussi. Et c'est-à-dire qu'il y a un moment, attends, j'aimerais trouver un bon exemple dans la fiction. Je t'en prie, Thomas. C'était. Alors, si Bah, tu veux en fait, je donne un exemple. ouais. Si tu veux prendre un exemple de la fiction, il Ouais. faudrait qu'on parle de la fiction et qu'on la Ouais. raconte avant. Moi, je voulais juste parler de la mécanique en Ok, elle-même, ouais. si tu veux, mais Oui, oui. c'est vrai que tu as raison de dire qu'il y a synesthésie et que c'est très intéressant. Alors, on peut peut-être raconter la fiction rapidement. Nous sommes 3 amis qui se connaissent soit de travail, soit de relation filiale. Je suis le tuteur du personnage de Pika. Pika est un collègue de travail de Flavie, et il se trouve par un heureux hasard que je suis le confident de Flavie dans le train, en fait, quand on rentre du travail tous les deux, ou quand moi je vais faire des courses, je croise Flavie dans le train, et il se trouve que on échange sur nos journées, etc. Donc il y a une espèce comme ça de jeu de domino, on est tous l'ami de l'un, de l'autre, etc. Voilà. Alors moi je joue un tuteur au sens de tuteur dans un foyer d'orphelins. Donc toi, Kemal, enfin moi je m'appelle Michel. Toi, Kemal, Thomas, tu es Donc moi j'étais un des enfants de ce foyer au départ. Ouais. Et comme alors T'en au saurais. bout d'un moment j'avais établi que c'était lié à l'éducation, en fait à l'absence d'éducation sexuelle qu'il avait subie, puisque on était élevé dans un foyer donc par ce tuteur catholique. Ultra catholique. Michel En fait, est ultra catholique. Sa seule approche de l'éducation sexuelle, c'était La l'abstinence. religion Quoi. catholique. Voilà. Et du coup, pour transgresser ça, mon personnage, au contraire, il avait une sexualité complètement débridée. Mhm. Tout à fait. Et il finit en fait, il commence à coucher dès qu'il est jeune, quoi, dès qu'il a 12-13 ans, Ouais. il couche avec les gamines du foyer. Et la seule dont il est amoureux en fait et qu'il arrive à respecter, c'est Louise. Ouais. Et en fait, Louise, donc, qui est un PNJ, Tout à fait. enfin, qui est un monstre. Qui sera un monstre, Qui sera un va monstre s'avérer être dans un le jeu. monstre. Tout à fait. Et en fait, la seule personne que j'arrive à respecter, c'est Louise. Et finalement, je finis par l'épouser Mhm. à notre majorité, sauf que je me fais plaquer sur l'hôtel. Absolument. Et là, ça me détruit. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en Ça fait, te traumatise. même. je redeviens un queutard invétéré. Ouais. Et je saute sur tout ce qui bouge. Sauf qu'entre-temps, tu attrapes le sida. Je finis par attraper le sida. Voilà. Sauf que je continue à baiser sans jamais mettre de capote. Voilà. Donc, en gros, tu tues. Alors, ça va être un peu la question du scénario. Est-ce que tu es un meurtrier ou pas? Parce que j'étais un meurtrier. Alors, sachant ou pas, que tu sais que tu as le sida, tu continues pour autant Ouais. de faire l'amour à des femmes. Moi, j'aime pas le terme baiser. Hein. Tu m'en veux pas, Thomas? Mais Ah tu oui, l'as mais en fait. c'était Kemal qui parlait comme Oui, ça. je sais bien. J'ai Kemal, bien pour compris. lui, c'était baiser, quoi, parce que Mais c'était mécanique. même si Kemal l'emploie, moi, je Ouais. l'emploierai pas dans ce podcast. Tout à fait. Et Mais donc voilà, et tu continues à faire l'amour à des femmes alors Ouais, que tu es séropositif. Donc la réponse de Flavie sera que tu es un meurtrier et la mienne également. C'est-à-dire qu'on va tous les deux finalement D'autant que mon personnage, en fait, a essayé de la draguer et de lui faire ça. Elle t'a rejeté parce qu'elle est la amoureuse de son mari et ils essayaient d'avoir un bébé depuis longtemps. Elle a fait pas mal de fausses couches. Et là, quand elle se réveille, ben oui, elle est enfin enceinte et elle est prête à tout. Marie. Marie personnage. Marie est prête à tout pour sortir de là et pour élever l'enfant qu'elle a mis tant de temps à avoir pour sortir d'où? des faubourgs.
des faubourgs, enfin de l'endroit où elle se réveille, mais qui est assez cauchemardesque, et elle se retrouve avec du coup un serial killer que tard et un père prêchi-prêcha qui pète les plombs, quoi. Un pervers, on va dire, pour le moins. Donc, tu as dit au début de la partie qu'on jouait en mode je ne t'abandonnerai pas. Est-ce qu'on peut parler rapidement Ouais, tout à de fait, ça ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ça, le mode je ne t'abandonnerai Alors, tu me corriges si j'emploie pas les bons termes. Je les connais pas. C'est Fabien qui connaît ça par cœur. Moi, voilà. je ne connais pas ça. Fabien, je pense, a déjà expliqué dans les podcasts, mais je vais reprendre. C'est deux démarches de contrat social qui s'opposent, entre guillemets. C'est quand, en fait, Thomas. quand on s'apprête à faire une partie de jeu de rôle où on s'attend à ce qu'on franchisse certaines limites. Sexualité, violence, morale. On peut se mettre d'accord avec les autres joueurs entre l'une ou l'autre des démarches. La première, c'est personne ne sera blessé. Ah oui, personne ne sera blessé, c'est ça. C'est-à-dire que grosso modo, on n'aborde pas les sujets qui fâchent. Voilà. Éventuellement, du coup, on peut carrément dès le départ définir, c'est-à-dire poser les lignes et les voiles. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a par exemple un joueur qui va dire, dans ces cas-là, moi je veux pas qu'il y ait d'agression sexuelle. Et donc si on est en personne ne sera blessé, ça a été posé comme un voile, donc il y en a pas, quoi. Alors soit il y en a mais c'est pas décrit, ou soit il y en a carrément pas du tout, ça n'existe pas dans l'univers du jeu parce que on ne veut pas qu'il y ait ça dans le jeu de rôle qu'on va faire. Ça c'est valable. Ça c'est le personne ne sera blessé. Ces manières d'établir le contrat social des mini-carboss sont valables, y compris pour le jeu de rôle classique. J'encourage. Je pense que tout maître de jeu devrait être au courant de ça. Bon, il peut pas avoir les termes exacts, mais savoir effectivement comment s'y prendre, comment gérer les sujets sensibles. Et c'est ce que est proposé par les mini-carboss, c'est une bonne façon. Moi, à présent, je le fais tout le temps. Ouais. Alors après, j'ai pas les termes exacts. C'est ce que je te disais. C'est Fabien, le grand spécialiste du truc. Mais moi, j'utilise toujours. Je précise toujours ce genre de choses lorsque je joue à des jeux dans lesquels il y a des sujets éventuellement sensibles qui vont être abordés. Et à l'opposé de cette démarche-là, il y a je ne t'abandonnerai pas, qui est en fait, on sait qu'on va sans doute tester nos limites, parler de choses qui peuvent être choquantes, soit parce qu'elles vont être rapport avec notre propre intimité, ou elles vont effectivement, on va parler de sujets sensibles. Ouais. Mais on sait que ça va apparaître. Mais on se laisse la liberté de traiter ces sujets, sachant qu'on sera attentif aux autres. C'est-à-dire que on essaie de pas les abandonner. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, commence à mettre son personnage à nu ou à révéler des traumas de son personnage, on va pas le rendre ridicule. C'est pas le moment pour lancer une grosse vanne, une blague de blonde. Donc on s'assure que les autres joueurs soient pas ridicules. Ouais. On s'assure aussi qu'ils vont bien. C'est-à-dire que tout va bien, quoi. Qu'on va pas toucher des zones sensibles. Voilà, bon, évidemment. Qu'on rentre pas comme on est dans la zone de confort. Voilà, quand on est en je ne t'abandonnerai pas, je pense qu'on joue avec sa propre zone de confort. Mais tout comme si on va regarder des films un peu jusqu'au boutiste, si je vais voir un film de Lars von Trier ou si je vais voir Saw dans un tout autre registre, quoi. Ouais. Mais bon, des fois, il peut arriver qu'on aille plus loin qu'on ne s'était préparé, qu'on avait décidé, quoi. Ben oui. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut que les autres joueurs soient attentifs et capables de dire peut-être, non, là, on s'arrête, ou là, attends, passons à autre chose. Alors là, c'est typiquement le genre de jeu qui implique qu'on se mette d'accord du point de vue du contrat social sur ces deux bases-là. C'est-à-dire, personne ne sera blessé ou je ne t'abandonnerai pas. Sinon, moi, pas. par exemple, on se serait pas mis d'accord au début, je serais pas allé aussi loin. Sachant que la perversité de la base, c'est que ça n'est pas en fait la base est rédigée comme un rapport de partie. Ouais. Et donc c'est deux joueuses qui jouent. En fait, c'est un enregistrement de leur partie. Ouais. Et elles ne définissent pas ça au départ. Elles jouent sans contrat social. D'accord, ok. Ah oui, donc du coup sachant que je voulais laisser le MJ qui lisait le jeu se dire, oula, décider de éventuellement peut-être avoir un rejet par rapport à cette approche-là, sans contrat social. D'accord. Surtout qu'on a l'impression, quand on lit la partie, que ça peut dégénérer, que justement les joueuses sont trop impliquées, vont trop loin. D'accord. Et moi en tant que MJ, je me suis finalement démarqué
de ce qui est dans ma base. Puisque moi, moi, je tiens j'ai à fait dire- ce choix-là d'avoir cette démarche, je ne t'abandonnerai pas. D'accord. Alors moi, je En tiens à tant que dire MJ. que les avis de Flavie et de moi, les deux avis qu'on va te rendre, Thomas, ce sont des avis de personnes qui n'ont pas lu la base. Donc on ne va pas parler de est-ce que la base transmet bien le jeu à de futurs Du joueurs. coup, je peux t'informer Voilà, en réponse de ce qu'il y a dans nous la dis, base. voilà, quoi. c'est ça. Mais nous jugeons sans ça. On juge le jeu Voilà. tel que tu nous Maintenant, l'as moi, je te présenté. le dis honnêtement, et ça, c'est mon avis. Quand Flavie. on fait un jeu et quand on joue à un jeu qui implique ce genre de choses, c'est-à-dire jusqu'où on va pouvoir aller sur la zone de confort et tout, je pense que c'est obligatoire de mettre en place un contrat social au début. Obligatoire. Moi, je joue pas sans ça sur un jeu comme ça. Parce que ça va trop loin, parce qu'il faut être sûr d'être en confiance et moi je pense que sinon ça peut on peut se sentir mal et moi je pense que c'est pas faut savoir quoi. Enfin moi je pense qu'on a besoin d'un contrat social. Ouais, après, je suis pas sûr que ouais. Je pense que même le contrat social, je ne t'abandonnerai pas, peut quand même poser de gros problèmes. Enfin, je sais pas exactement comment il est décrit. Déjà, par moi, Emily si je l'ai Carboff, choisi, généralement, je pense que je ne t'abandonnerai pas. Ouais. Tu le choisis quand tu connais bien les joueurs. mais- Ouais, bien sûr. Alors, je dis pas qu'on est intime, que je suis intime avec vous deux, mais on commence par se connaître. Oui, tout à Et fait. j'ai pu expérimenter un peu vos limites, quoi. Et je savais qu'on allait pouvoir s'exprimer quand même à peu près librement, mais j'ai essayé de rester vigilant pendant la partie, quoi. Alors, on va peut-être rentrer dans des considérations plus techniques pour le moment, même si on va voir que au fur et à mesure, le fameux débat de jusqu'où on peut aller va ressurgir probablement sur le podcast. Sauf que on a encore rien dit de la fiction, qu'on a juste présenté nos personnages. Ouais, mais que... Donc on se retrouve sur le bateau, Alors, nos oui, c'est ça. personnages, Michel, Kamal et Marie. Ouais. Et en fait, c'est le bateau où tu emmènes tes conquêtes pour les détruire, techniquement. Hein. C'est Kemal, Pour je leur crois. faire le- Kemal. l'amour. C'est... Oui, c'est ça. Et en fait, ce bateau nous permet d'avoir accès à un quartier qui s'appelle La Mort, qui est sur l'un des pétales du plan. Ouais. Alors donc, faut pas dire pétale du plan, Ouais. parce C'est que un c'est quartier. autre chose. C'est C'est un un quartier, quartier, voilà. un quartier du plan. Et permet d'accéder à l'échappatoire, mais l'échappatoire, on n'a pas le droit d'y accéder pour l'instant. Alors, dans chaque quartier auquel on va pouvoir au fur et à mesure avoir accès, il y a une carte à récupérer sur un monstre. Tout à fait. Et quand on a 3 cartes, là, quand un personnage a 3 cartes, là, on peut aller à l'échappatoire Voilà. et faire un rituel qui nous permettra de nous échapper. Donc le jeu nous invite à inventer au fur et à mesure ces 3 quartiers et les monstres qui les peuplent. Et il y a des règles en fait pour pouvoir créer ces monstres. On doit respecter ce que Pika a appelé 3 couleurs. Les monstres doivent être liés au quartier auquel ils appartiennent, sachant que les quartiers eux-mêmes ont des noms. Par exemple, premier quartier, la mort. Un autre quartier, un costume de pouvoir. Voilà, ça c'est une couleur. Un monstre dans le fruit. Voilà. On a un plan dans une tête. On a la lumière enferme et l'obscurité libère. Voilà, c'est ce genre de couleurs qui vont nous inviter à créer des quartiers. Donc le monstre doit être lié au quartier. Il doit être lié au personnage. Ça, c'est très important. Il doit être lié aux personnes. Ce que tu appelles les personnes, c'est-à-dire les personnages des joueurs. Ouais, qui ce sont attachés des à chaque monstres joueur. intimes, en fait. Donc ce sont des monstres, voilà, c'est ça, ce sont des monstres intimes. Et bien sûr, ils doivent être cauchemardesques. Donc ça, c'est valable pour les quartiers, c'est valable pour tout ce qu'on va décrire. Tout ce qu'on va décrire doit impérativement être cauchemardesque. C'est obligatoire. Alors, je précise, je nuance un tout petit peu Thomas. ce que tu dis, parce qu'en fait, pendant son tour, on a 3 manœuvres, comme j'ai expliqué au départ, et c'est surtout ce que tu fais dans la première manœuvre qui va devoir obéir à ces 3 couleurs. Et les 2 autres manœuvres sont plus libres pour une raison de fluidité, puis aussi, et on a Et heureusement. constaté durant la partie. Et heureusement. C'est vrai qu'obéir à ces 3 couleurs, je voulais le maintenir tout simplement parce que je voulais qu'il y ait une esthétique forte et qu'on fasse des efforts pour avoir cette esthétique. Mais par contre, sachant que ça requiert justement des efforts, j'offre les 2 manœuvres suivantes pour souffler, où nos descriptions en fait peuvent être plus lacunaires. Alors ça c'est voilà, la description ne concerne que la première action et ça permet de fluidifier le tout. Parce que vu qu'on a 3 actions chacun, si on devait à chaque fois décrire quelque chose de cauchemardesque, ça deviendrait limite lourd, je pense. Et on prendrait 3 plombs pour Ouais, réfléchir. puis tout le monde n'a pas la même fluidité à créer. Quoi. Absolument. Moi, par exemple, dans cette partie, j'ai été bien emmerdé. À plusieurs reprises, j'ai eu du mal à créer quelque chose d'intéressant. Je prenais, par exemple, parfois 1 à 2 minutes avant de faire une description. Ça, c'est un truc dont on parlera. Je pense que c'est un jeu qui est très exigeant, Pika.
Contrairement à, c'est oui. souvent, Oui. quand on parle de toi, c'est que tu fais des jeux souples, qui sont pas exigeants. Souvent, Ouais, tu nous dis oui, je fais du jeu de rôle pas exigeant. Là, Ça, putain, ce jeu est Ah ouais, exigeant. on est d'accord. C'est certain. on est d'accord. C'est un jeu très exigeant. On aura l'occasion d'en reparler dans peut-être les aspects un peu plus négatifs que j'ai notés. L'ambiance Silent Hill. Alors là, Très ça, on bien, est d'accord. très bien. C'est-à-dire que quand on fait le lien, pardon, entre les trois couleurs qu'on a et les trois règles qu'on doit respecter, qu'est-ce qui arrive direct comme œuvre de Silent fiction? Hill. Silent Hill. Moi, Immédiatement, j'ai eu c'est-à-dire toutes les images du film, du jeu vidéo numéro 2 de Silent Hill, moi. Non. Tous les moments où on voit les monstres qui se baisent et tous ces trucs-là de Silent Hill Ouais, 2 sont exactement. arrivés dans ma tête. Ah, je vais faire un tour des quartiers qu'on a décrits. Ça va nous permettre de raconter la fiction et les auditeurs qui connaissent Silent Hill vont Ouais, s'en d'accord. apercevoir. La mort. Premier quartier que Flavie a décrit comme étant parcouru de pierres tombales flexibles. Dans Silent Hill 2, qui est selon beaucoup le meilleur Silent Hill de la saga, ou en tout cas le plus typique de la saga Silent Hill, le premier lieu visité, c'est un cimetière. Et là, Flavie nous décrit un cimetière dans les brumes, c'est le etc. premier truc qui me C'est vient. voilà. Donc ensuite, le deuxième lieu qui a été décrit, il me semble que c'est un costume de pouvoir. Ah, le magasin Et de c'était un vêtements. magasin de vêtements dans lequel une femme était habillée en robe de Magasin de vêtements mariée. de mariage. Voilà, absolument, et portait un crucifix autour du cou. Encore une fois, dans Silent Hill 2, je vous rappelle qu'on trouve l'objet, la lampe du jeu, qui est la seule lumière qu'a le héros dans Silent Hill. On la trouve dans un magasin, enfin pas dans un magasin de vêtements, non, dans un appartement qui a des mannequins, dans lequel il y a des mannequins, et l'un d'entre eux porte le vêtement de sa femme, etc. Sachant que là, on parle de Kemal, dont la femme est cette vision qu'il a de la femme en robe de mariée, etc. Enfin, c'est encore du Silent Hill dans le texte. Ensuite, on a décrit un plan dans la tête. Alors là, c'était l'hôpital. Oui, l'hôpital. Voilà, l'hôpital de Silent Hill, le Fly. voilà, hein. Pas très inspiré, tu t'es dit, tiens, Silent Hill 2, Silent Hill 1, Silent Hill 3. Bah oui, mais moi je voulais un truc en rapport avec les fausses couches de mon personnage. Fausse Ouais. couche de personnage égale, tu vas à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital. Donc j'ai décrit le service, Voilà. le service obstétrique. C'était intéressant. Avec des infirmières qui demandent toujours des pansements Voilà, elles et te qui donnent vont des brûler les pansements. petits fœtus. Ce qui était intéressant, c'était que dans cette description, c'est que tu montrais le contraste qu'il y a entre le mal que ressentent les femmes à cet endroit-là et les infirmières sont là juste pour apporter des pansements. C'est-à-dire qu'il y a un contraste entre le mal que l'on ressent dans ces lieux et finalement ce que la médecine peut nous Parce donner qu'on comme entendait des réconfort. femmes hurler et on entendait mais c'est pas grave, vous Très voulez un intéressant. pansement. Ouais, très très intéressant, Fly. Ça, c'était une très belle description. Ensuite, on a décrit le monstre dans le fruit. Je ne me souviens plus de la description. foyer. C'était le foyer. Voilà. Le foyer, Le ouais. foyer en flammes. Ouais. Silent Hill 4, le moment où on se déplace, on se déplace dans son ancienne orphelinat et où justement on arrive, le foyer est en flammes. J'en ai pas fait exprès, hein, Tom. Tu me regardes l'air Après, c'est ça incroyable. me permet de signaler au passage que, incroyable. comme c'est de l'autorité partagée, chaque joueur apporte des choses en fait dans l'univers horrifique de s'échapper des faubourgs. Ouais. Et c'est vrai que Flavie et toi, je pense que vous avez pas mal convoqué vos souvenirs de Silent Hill de façon. En fait, à la de base, façon- c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que C'est en venu fait, tout seul. comme le jeu invite à questionner des moments difficiles de vie et du coup à mettre ça en rapport avec des lieux. Du coup, t'as forcément des moments qui reviennent. Or, Silent Hill fait la même chose, questionne sur des moments difficiles de vie, Absolument. des moments dont on a Ouais, honte. d'accord. Ouais. Tous les Et héros. du coup, on se ramasse dans des lieux familiers qui deviennent cauchemardesques. Ok. Cauchemardesques. Or, c'est ce que ton jeu invite Oui, à faire. Voilà, c'est l'esprit exactement. du jeu. Parce tout que à du fait. coup, moi, je me suis pas posé la question de savoir si je voulais à l'hôpital de Silent Hill, contrairement à ce que dit Rome. Je voulais un service obstétrique. Et les infirmières dans Silent Hill, elles proposent pas des pansements. Elles sont bizarres, elles ont pas de tête et elles essaient de te tuer. Voilà, Donc, ce qui montre c'est aussi pas la même d'ailleurs chose. que Silent Hill est un jeu vidéo bien foutu au passage. Puisqu'on voit que quand on convoque 3 joueurs autour d'une table en narration partagée, les lieux qu'ils décrivent comme des lieux d'horreur sont finalement des lieux de la vie dite quotidienne. Ce sont pas des manoirs hantés. On n'a pas décrit un manoir hanté, tu vois. Ouais. C'est voilà, le Ouais. cimetière, l'hôpital, ce sont des lieux de souffrance. Mais Euh, je pense que tout intéressant. simplement l'horreur surgit du quotidien. En plus, là, dans le cadre de ce jeu, c'était de l'horreur character centered, de l'horreur intime.
c'est quelque chose de très efficace, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai Mais pas compris. il y a un moment aussi Flavie. où je sais plus qui décide de décrire en fait un confessionnal. Mais moi, Pika. je sais que si ça avait été le futur de mon personnage, ça aurait été la chambre à coucher, tu vois. Donc il y a vraiment, le jeu invite vraiment à faire ce genre de choses. Il y a un truc que t'as dit, Pika, qui était curieux. Au début, t'as dit le scénario. C'est un peu ce qui est prévu. Ça m'arrange pour le scénario que j'ai prévu. Tu voulais dire le scénario que t'avais prévu pour ton personnage. Ouais, c'est-à-dire qu'en Ouais. fait, bon, évidemment, on n'était pas sur un pied d'égalité puisque bon, bah, je suis l'auteur du jeu, donc je savais à peu près comment le gérer. Et surtout, ça faisait un moment que j'avais une idée de personnage en tête, parce que je pense que les personnages qu'on crée à s'échapper des faubourgs vont colorer énormément la partie, quoi. Donc c'est vrai que j'avais pas prévu de scénario. Mais je savais qu'avec ce personnage de Kemal, j'allais forcément colorer la partie d'une certaine façon, parce que c'était tourné autour du D'accord. sexe, autour de la trahison, Donc autour du sida. voilà, le meneur de jeu ne prépare pas une partie, un scénario comme dans un jeu de rôle classique. Non, bien sûr, j'ai pas préparé de scénario. Voilà, ce mot t'a échappé à ce Ouais, moment-là. Et C'était pas... dans la base, est-ce que tu demandes au meneur de jeu de préparer un personnage bien dégueu comme ça pour Non, dans la base. il Non, prépare non, une la partie. base, en fait, la base, c'est un rapport de partie. Je l'ai Ouais. pas lu, c'est pour ça. Ouais, que ouais, je pose la justement, je question. t'explique. C'est un rapport de partie fictif, hein. Et en fait, non, dans la base, on ignore tout du travail de préparation qui a été effectué par le meneur. Ok. Tout ça parce que en fait, le parti pris de s'échapper des faubourgs, c'était d'occulter justement en fait de laisser quand même pas mal de travail à faire par le MJ pour savoir comment il allait s'y prendre. Et donc justement, la base n'explique pas si toi en tant qu'MJ, tu dois bien préparer ton personnage à la base ou si tu te lances, quoi, hein. En plus, c'est vrai que si j'avais joué en troisième plutôt que joué en premier, je pense que j'aurais eu du mal à placer mon perso, quoi. Ouais. Oui, complètement. Parce que C'est là, par contre, c'est. Alors, je vais pas dire un point faible, mais parce que c'est pas. Enfin, mais celui qui passe en troisième, celui qui passe en premier pour décrire son personnage Il a totale liberté. Et plus on avance, moins t'as de liberté pour décrire ton personnage. Et du coup, au final, Rome avait pas, avait le personnage le moins savoureux de la table au final. Je l'ai noté. Beaucoup de difficultés à créer des éléments pertinents lorsqu'on est le troisième joueur. Je l'ai noté en défaut. C'était très compliqué pour moi. Et à plusieurs reprises. C'est-à-dire que j'ai eu la sensation que être le troisième joueur au début du jeu faisait que tu étais le troisième joueur Troisième joueur systématiquement tout ouais. le temps. Et j'ai pas Ouais, réussi ouais. à l'expliquer logiquement, ça. J'ai cherché la mécanique de jeu qui expliquait cette intuition et je l'ai pas trouvé. En fait, j'ai un petit peu d'expérience de ce principe, puisque dans Influenza, c'est pareil. D'accord. Hein. Dans Influenza, tu dois créer des liens avec les personnages qui ont été créés avant toi. Ouais, Le début oui, de d'accord, Influenza, c'est des faubourgs, c'est pareil. C'est comme ça. D'accord, ok. C'est du passage de conque, et on crée les personnages au fur et à mesure. Et tu dois avoir un lien avec les personnages qui ont été créés avant le tien. Et c'est vrai que j'en compte la dernière place, il faut aimer les contraintes créatives. Et excuse-moi si je me trompe, mais je me suis rendu compte que il y a un petit problème de casting, puisque finalement j'étais passé en troisième alors que tu étais sans doute celui d'entre nous qui était le moins à l'aise Alors avec qu'au les final, contraintes je pense créatives. que moi en troisième, ça aurait été Peut-être plus mieux, simple. plus Voilà, simple, parce ouais, que ouais. j'ai pas de souci avec Mais ça. effectivement, peut-être erreur de casting, j'aurais peut-être dû passer en deuxième. Je sais pas, parce que alors effectivement, moi c'est un des gros points. J'ai eu beaucoup de mal à créer dans ce jeu parce que je suis pas quelqu'un qui aime décrire des ambiances Et cauchemardesques. c'est un jeu qui s'adresse à ceux qui aiment créer, c'est certain, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, c'est pas que non, c'est pas que j'aime pas créer. C'est pas que j'aime pas créer. J'aime pas créer des ambiances cauchemardesques. Voilà, c'est la couleur, Ça- c'est la couleur. c'est la qui, couleur. dans Et laquelle d'ailleurs, t'étais moi, pas trop moi, à l'aise, quoi. Quand Ouais. je prends les couleurs que tu donnes, par exemple, j'aime beaucoup créer à Prosopopée, le jeu de Frédéric Sainte. Par contre, Synthèse, mais par contre, les couleurs là ici ne m'inspirent pas. Par exemple, alors s'il y en avait une qui m'inspirait beaucoup, c'était la lumière enferme, l'obscurité libère. Mais alors même si ça m'enferme parce que personnellement c'est des problématiques dans ce sens même la lumière, l'ombre et tout ça c'est des choses que j'adore comme problématique de façon personnelle. N'empêche c'est hyper c'est resserré comme couleur. Ça donne pas libre. C'est pas l'harmonie, les animaux. C'est des couleurs qui sont très. Parce que c'est un jeu confiné. C'est un jeu sur le C'est- confinement. C'est confiné. Ouais, mais bon, au final, c'est pas facile de créer quand même Ouais, dans ça cet dépend univers. aussi comment tu es. Moi, je sais que j'adore ce genre d'ambiance.
tu me connais, tu sais bien que c'est tout ce qui est labyrinthe de Pan et tout, c'est un peu mon univers. Et donc, du coup, moi, créer dans ce genre d'ambiance, par contre, je me suis régalée, quoi. Alors, il faut dire aussi qu'on passait de la musique derrière, la musique c'est quoi d'ailleurs comme musique Alors, ce que j'ai passé en boucle, hein, je fais pas souvent, mais là, je trouvais que ça a été approprié. C'est un album de Tim Aker qui s'appelle Dropped Pianos. En français, piano jeté. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. C'est des pistes de piano très calmes. C'est vrai que c'était très Silent-Hillien d'ailleurs. Oui, c'est hyper Silent-Hillien. Ouais, c'était très calme. Si vous aimez la musique de Silent Hill, n'hésitez pas à ruez-vous sur cet album-là. Comment tu dis? Ça s'appelle? Vas-y, répète. Alors, Dropped Pianos par Tim Aker. D'accord, très proche de la musique de Silent Hill. Et j'ai encore oublié le nom du compositeur Silent Hill. Je m'échappe tout le temps. Donc c'est un jeu qui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est un jeu qui pour moi est exigeant. Il est exigeant parce que il demande aux joueurs d'aimer décrire des choses cauchemardesques. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de faire des choses cauchemardesques, intelligentes et intéressantes. Parce que je pense que ça peut facilement tomber dans la caricature. Mais le truc, je pense, pour ce jeu, pour pouvoir avoir des billes, pour pouvoir bien créer, c'est qu'il faut choisir une problématique de départ pour son personnage, du quoi on soit proche et qui nous ait touché dans l'horreur. C'est-à-dire que moi, clairement... Ça y est, on franchit le Rubicon. Bah oui, je suis désolée, mais c'est vrai. Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir... bah oui, je sais, désolée, fais pas cette tête-là. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de faire un truc qui était proche de moi, et du coup, j'avais plein de trucs à dire, et du coup, j'avais des choses à amener, quoi. Mais oui, mais c'est ce que tu veux, Thomas, non? Finalement. Tu veux que le joueur, finalement, le personnage et le joueur se confondent. C'est-à-dire ce que raconte ton rapport de partie, non? J'imagine. Dans le rapport de partie, ça s'en rapproche, mais pas forcément. C'est-à-dire que si je prends mon exemple personnel, personnage de Kemal, je prétends, enfin. Je peux m'attacher à ce personnage, mais je peux pas m'identifier parce que il a un parcours de vie qui a rien à voir avec le mien. Ce qu'il fait. Donc du coup, ça donne pas forcément, parce que j'ai beaucoup plaidé pour mon personnage dans la partie. Oui. J'ai trouvé beaucoup d'excuses tout au long. Hein. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il faisait était horrible. Mais il se posait lui-même en victime. Voilà, quoi. Comme on pourrait le faire lors d'un procès où on jugerait une telle personne. Alors, moi j'ai et en fait, disais oui, mais dans mon enfance, j'ai été violé par Michel. Enfin, t'as pas dit ça, mais t'as cherché des excuses. Ouais, par exemple, je disais surtout que Michel n'avait pas offert les clés pour avoir une sexualité normale, quoi. Voilà, par exemple. Si mon tuteur m'avait élevé différemment, je me serais peut-être comporté différemment. Voilà. Si la femme que j'aimais m'avait pas trahi, je me serais peut-être comporté différemment, ainsi de suite. Je crois que ce qui a peut-être un peu manqué, mais c'est simplement parce que je t'ai pas cadré suffisamment, un peu manqué à Romaric pour vraiment être dans la même expérience. C'est que je pense que tu plaidais pas pour ton personnage. Non. Et je suis pas certain que tu as choisi pour ton personnage une problématique qui t'a impliqué. Ah bah non, j'ai même dit, donc avant la partie, j'ai même dit, je fais exprès de choisir quelque chose qui ne m'implique pas. Ouais. J'en ai fait exprès. Et parce que je déteste ça. En fait, je l'ai senti venir, j'ai hésité entre est-ce que je demande à Romaric de dire non, vas-y, fais quelque chose qui t'a impliqué un peu plus, un personnage pour qui tu pourrais plaider, qui soit un peu une victime, quoi, parce qu'on est quand même dans un jeu horrifique. Ouais. Et puis, finalement, j'ai préféré te laisser quand même faire ce qui te plaisait de faire. Mais au final, du coup, contrairement à nous qui du coup avions envie de nous en sortir parce que du coup on avait créé des choses qui avaient des rapports avec nous, qui étaient proches de choses qu'on voulait défendre. Romaric, du coup, je pense qu'aucun de nous n'aurait choisi de faire ce que Romaric a choisi de faire pour son personnage, à savoir le suicider. Ouais. En fait, il a d'abord joué en mode antagoniste. En fait, t'es rapidement devenu un antagoniste. Absolument. Comme toujours dans les jeux qui me dérangent. Et dans les jeux qui me dérangent, tout simplement. C'est pour te, entre guillemets, pour rester dans ta zone de confort, absolument. Bien. Hein. Tout à fait. Bon, après, je pense que ça fonctionne quand même pour les autres, en fait, dans le sens où finalement, c'est peut-être pas mal pour Flavie et moi qu'on ait justement cet antagoniste qui était pas un PNJ, quoi. Et en fait, quelque part. D'autant plus que tu jouais un des rôles du MJ, qui, dans la narration partagée, le rôle du MJ est distribué entre les joueurs, et en fait, de facto, t'as pris un peu le rôle de l'antagoniste. Exactement.
Le personnage qui fait peur. Plutôt, pour éviter de se faire peur soi-même, prendre le personnage qui fait peur. Mais tu m'as démasqué et tu l'as dit à plusieurs reprises que Michel devenait fou pour éviter d'avoir à affronter ça raisonnablement. Alors j'avais deux choix. Soit en tant que MJ, je disais de Thomas Romaric, je disais, attends, Romaric, là, ton personnage est un monstre. Par conséquent, tu peux pas vivre l'expérience du jeu de rôle d'horreur. Ouais. Et j'ai préféré le faire en RP. Où en fait mon personnage Kemal arrêtait pas d'interroger Michel en lui disant non mais attends, tu peux pas être aussi méchant, explique-moi ce qui t'a fait souffrir par le passé qui a fait que t'es devenu comme ça, redeviens la personne qu'on aimait à la base. Au final, quoi. je t'ai concédé le fait que j'avais tué des enfants dans mon foyer. Ouais. Je les avais brûlés quoi. Vif. Ouais, mais ça c'est pas du tout plaidé pour ton personnage. Non. Tu t'es pas extrait de l'horreur, tu t'es persisté dans le rôle de Oui, l'antagoniste. mais tu vois, du coup, je t'ai concédé que j'étais un monstre au final. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc oui, c'est une manière pour moi de me protéger de ce genre de jeu. Parce que même si sur la cellule on en a testé des jeux qui nous interrogent et qui nous font sortir de notre zone de confort, je pense que les auditeurs savent maintenant que je n'aime pas ça. Et que ça a tendance à m'agacer. Ça nous invite à nous jouer nous-mêmes dans un jeu de rôle, ce que je trouve toujours un peu bizarre. Est-ce que tu penses qu'on s'est joué nous-mêmes? Non, je pense pas. Pas vous. C'est pas très clair. Mais moi, si je le faisais, je sais que ça m'inviterait à me jouer moi-même et que ça deviendrait malsain. Et que même ça pourrait me blesser, ça pourrait me faire partir en live et vous coller des claques, des vrais. Mais le truc, c'est que là où je voulais en venir, c'est que pour se protéger, voilà, tu choisis finalement de ne pas jouer au jeu qu'on te propose. Mais ici, à aucun moment, je n'ai gêné votre expérience de jeu. C'est-à-dire, je vous ai pas c'est-à-dire pourri. que dans les autres jeux où tu fais ça, au final, tu pourrissais la servi partie. plutôt notre expérience à nous deux, quoi. C'est ça. Mais d'habitude, tu pourris la partie. Non, pas pourri, non, c'est vrai. Mais c'est pas là, d'habitude. ouais. C'est il y a longtemps. Oui. Parce que ça faisait c'est longtemps, Fly, qu'on n'avait pas joué à des Oui, jeux c'est comme vrai. ça ensemble. Et ça fait depuis très longtemps maintenant que j'ai Oui, adopté c'est vrai. ma position de joueur, où je regarde les gens jouer machin truc et je ne les dérange pas. Mais je pense aussi que le système de jeu fait que tu pouvais pas tout à fait nous déranger. Non. Parce que du coup, il y a des stratégies, etc. Et que, mine de rien, on voyait quel pétale tu laissais ouvert, etc. Donc on avait un indice sur tes intentions et on pouvait réagir à ça, du coup. Oui, c'est vrai. Alors, au-delà du fait de pourquoi je pense que... si je vais peut-être l'expliquer maintenant. Pourquoi est-ce que je pense que ce genre de jeu... Avant que tu t'abordes un nouveau point, Thomas. je voulais rebondir une dernière fois sur le fait de se jouer soi-même. Ah justement, c'est ça, je voulais parler. Bon, je t'en prie Thomas, commence. Je voulais juste te dire que moi, ça m'est arrivé une fois, en fait, de me jouer moi-même. Donc on avait une MJ qui voulait nous faire un jeu de rôle d'horreur. Elle a beaucoup insisté pour qu'on se joue soi-même. En plus, c'était allé assez loin. Et je sais que personnellement, ça m'a dérangé. On est arrivé à une scène où impliquant mon personnage qui était censé être moi et tout, qui était assez trash. Et après la campagne n'a pas suivi et j'étais content en fait. Parce que là pour le coup, je crois même que c'est la seule fois où je suis vraiment sorti de ma zone de confort en jeu de rôle quoi. La seule fois où où personnellement j'ai été choqué par ma pratique du jeu de rôle. Mais je pense que moi ça m'est arrivé aussi une fois et il y a une différence entre mettre de toi dans un personnage et te jouer. Et moi la fois où je me suis joué, j'ai détesté ça. Hein. J'ai pas pu jouer moi. Je suis resté à l'extérieur. Alors je suis d'accord avec toi Fly. Il faut vraiment faire des distinctions parce que je pense qu'on est plus ou moins d'accord. Tu parles de la distinction entre se jouer soi-même et mettre de soi. Moi, mettre de soi dans un personnage, non seulement ça ne me dérange pas, mais en plus, je le dis, c'est pas possible de faire autrement. Oui, d'accord. Je suis tout à fait C'est-à-dire, je d'accord. pense que on met forcément de soi dans un personnage. C'est obligatoire. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus qui s'appelle jouer son personnage ou le simulacre ou le joueur, je sais plus exactement comment il s'appelle. Pour Petit Peuple, j'avais écrit cet article où j'explique justement qu'un personnage c'est forcément une projection de soi-même. On se caricature, on élimine notamment dans les propriétés. choix que tu dois faire. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est qu'on n'a pas le choix. On doit se jouer soi-même. Non, moi c'est pas ça qui me dérange. C'est pas le fait de mettre de moi dans un personnage. C'est pas ça qui me dérange. C'est de mettre de moi dans un personnage qui va ensuite être et que cette partie de moi-même va ensuite être utilisée pour me sortir de ma zone de confort. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on m'oblige à mettre de mes valeurs dans un personnage pour me les faire mes interroger. Pour les malmener. En fait. Voilà, et pour les malmener. Et moi, j'aime pas qu'on me fasse chier.
Donc, quand on me fait chier, quand on m'emmerde, eh ben, je donne des coups de boule. Alors, est-ce que tu penses, voilà, est-ce que c'est tu tout. penses que le jeu là en question Oui. te demandait, petit 1, de définir les valeurs de ton personnage, et petit 2, que ces valeurs soient congruentes avec les tiennes? Absolument pas. Le jeu ne le demandait pas. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de jouer mon Michel, qui est un personnage totalement détaché, qui ne me correspond absolument pas à ce que je suis, même s'il y a certains choix que je fais, etc., que je fais de moi-même, mais c'est plutôt en référence à des films ou des choses comme ça C'était que une je n'ai pas créé. caricature, si on Voilà, veut bien dire. c'est une façade. C'est Mm. une façade. Une caricature que de toute façon, je m'en fous, il peut crever, j'en ai rien à foutre. Il n'y a pas de mes valeurs dedans. Au contraire même. D'accord? J'essaye de justement détacher. Mais du coup, le contre-coup de ça, c'est que n'ayant aucune valeur et aucune bille dans le jeu, eh bien, Pika, moi, ton jeu, je ne l'ai pas ressenti. Moi, Et voilà. j'ai exactement la même théorie, qui est que, et d'ailleurs, j'avais rédigé pour Johan Scipion un petit PDF qui résumait les règles de Sombre. Et j'avais insisté pour écrire, qui est disponible sur le site de Terres Étranges, et j'avais insisté pour écrire la phrase suivante: si on joue un bourreau, on échappe à l'horreur. Absolument. Si tu joues un monstre complet, quoi, Je suis vraiment c'est-à-dire que d'accord. pour lequel tu peux pas plaider et qui soit vraiment tout noir, quoi, hein, il y a pas de, parce que je pense que Flavie et moi, on jouait des personnages qui avaient quand même quelque chose de monstrueux. De toute façon, le jeu nous pousse à accomplir des actions monstrueuses. On n'a pas le choix. Mais je pense qu'on était capable tous les deux de plaider pour, et on arrivait à leur trouver des Mon personnage excuses. était vraiment monstrueux. Oui. Non, vraiment, je veux dire, Moi, c'est je l'ai pas la- trouvé monstrueux, le personnage. Non, moi je de trouve Enfin, que non, mais- c'était une grosse victime. Elle Ouais, fait mais, sans arrêt des fausses couches. Elle a enfin l'occasion d'être enceinte et là, elle se retrouve dans un truc monstrueux. Elle va tout faire pour Tu vois, sauvegarder par son exemple, bébé, il y a un moment, à la fin, Elle elle décide quand même tue de quand tuer même Kemal dans le dos, quoi. Ah ouais, mais alors qu'il avait fait quand même de gros efforts pour aller ah vers ouais, elle et mais se ça montrer reste digne quand de même un. confiance, quoi. Je lui l'ai dit pendant le scénar. C'est un serial killer. Ouais. Il a Flavie, tué des la milliers. peine de mort, c'est monstrueux. Oui, je sais. Mais dans le jeu, Oui. dans le jeu après ce qu'elle a vécu, il lui demande quand même de vivre avec elle. Oui, S'il accepte de la faire s'échapper à condition qu'elle vive avec lui, qu'il élève son enfant et tout, bah non, et écoute, elle va Non, mais crever. Il le demandait par amour, je pense pas que dans son esprit c'était un chantage, en fait. Ouais, C'est parce qu'il pensait qu'il ouais. il pourrait s'en sortir qu'avec une personne qui aurait vécu la même chose que lui, Ouais, quoi. bah moi je l'ai pris un peu comme un chantage. Moi j'ai Voilà. 3 cartes, t'en as qu'une, tu veux vraiment t'échapper? ouais, mais même quand bien même tu es victime de chantage, ça ne t'autorise pas à faire tuer ton maître chanteur ou à le tuer. Bah dans le jeu, Non, mais- après ce qu'ils ont vécu, Arrête de je pense que justifier ça va. ta monstruosité, Flavie. Tu vois bien qu'à la fin, oui, à la fin, Pika a raison. à la Tu es- fin, tu je es suis devenu devenu un monstre. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, tu vois, on peut débattre là-dessus. On peut en Ouais. débattre. Donc, ton personnage, il n'est pas tout blanc, il n'est pas tout noir. Ouais. Et c'est pour ça que tu peux, entre guillemets, flipper pour ton personnage, s'attacher à ton personnage, vouloir qu'il survive, tout ça, pour voir jusqu'où il peut aller. Tandis que c'est vrai que le personnage de Romaric, on pouvait difficilement lui trouver des excuses, quoi, puisqu'il le jouait tout noir. Et donc, du coup, Romaric le disait lui-même, il n'en a rien à foutre de son personnage. Et du coup, ne craignant pas pour la vie de son personnage, n'ayant pas peur de le perdre, la preuve c'est qu'il a fait une action suicidaire, eh bien, entre guillemets, il échappait à Tu veux l'expérience que je te dise du jeu de rôle le d'horreur, quoi. pire? Pourquoi j'ai décidé de tuer ton perso? Ouais, je veux bien, ouais. Parce que j'ai regardé les pétales de Romaric, parce que Romaric était devenu un monstre. Ouais. Et je savais qu'au prochain tour, en fait, moi, je savais qu'avec ce que j'avais, si je voulais m'en sortir avec toi, il fallait que du coup, je m'arrange pour qu'on arrive tous les deux dans l'échappatoire. Je savais que tu n'avais plus de quoi déplacer ton personnage, qu'il fallait encore falloir attendre, etc. Et j'ai regardé les pétales de Rome. Je savais qu'il allait pouvoir nous empêcher d'y aller et essayer de nous tuer. Absolument. Et du coup, ça, on aurait eu le même problème et la partie allait durer encore et encore. Et je me suis dit, si je veux que mon perso s'en sorte, là, on va crever. T'as optimisé le temps de jeu. Si Oh. je veux que mon perso s'en Ouais, mais sorte, voilà. non, mais surtout, il n'y a pas qu'un temps de jeu, c'est stratégie de survie, quoi. Tu Une vois- stratégie survivaliste. Tu quoi. vois là comment la tactique de ton jeu sert la narration. Impressionnant. Là, on en a une preuve parfaite. C'est-à-dire que la tactique ici ne vient pas se percuter avec la narration, elle ne vient pas l'empêcher, elle ne vient pas la trahir. parce que moi, Ouais, au contraire, elle génère du jeu. avant ton mea culpa, Excellent. t'étais en train de devenir complètement fou. Ouais. Avant ton mea culpa, je m'étais dit, il va essayer de me tuer. Du coup, j'avais gardé en fait mes pétales déplacés, pouvoir tuer quelqu'un et se Ouais. déplacer. Alors, c'est pouvoir me crucial quand défendre on de voit que le toi. joueur a laissé Mhm. libre son pétale tuer, quoi. Oui, parce que je C'est sais, qu'il parce est que prêt à avant agir. ton mea culpa, j'avais l'impression que tu allais me buter. Donc je me suis dit, il faut que je puisse me défendre. Donc je les garde. Or là, tu fais ton mea culpa certainement parce que tu as vu mes 2 pétales.
Donc je me disais, son mea culpa, il est pas, voilà, Pas sincère. il C'est est pour pas ça que j'étais pas sincère. sincère. Et ensuite, je vois les pétales de rhum et je me dis, mon perso va crever. Ça fait chier. Ouais. Non, je vais m'en sortir. Parce que juste pour expliquer, parce que, je pense là les jeux n'ont pas toutes les clés. Donc pour s'échapper des faubourgs, il faut Ah oui, t'as raison, il faut récolter 3 objets. C'est des objets. En fait, on récolte un objet à chaque fois qu'on tue un monstre. Moi, j'avais récolté et il y a une règle subsidiaire que donc en fait, quand on a les 3 objets, on va à l'échappatoire, on accomplit un rituel et on peut s'échapper. Mais à partir Mais on s'échappe tout seul, quoi. Oui, mais à partir du moment où il y en a un qui a 3 objets, on peut s'entretuer entre personnages, ce qui n'est pas possible avant. Voilà. C'est pas possible avant. Donc moi j'avais mes 3 objets. Ça commence à devenir craignos parce que je savais effectivement que Flavie, maintenant que j'avais 3 objets, elle avait le droit de me tuer. Donc cette option là de PVP, elle est interdite avant. Et mais je savais qu'il y avait une deuxième option en fait parce que ce jeu permet d'avoir il y a une solution coopérative dans le jeu qui est le premier qui fait le rituel, il écrit sur un papier le nom d'un 4e objet. Et du coup, si quelqu'un va à l'échappatoire et qu'il a le 4e objet en question, il peut faire un 2e rituel et s'échapper. Autrement Et donc dit, c'était celui le qui marché ouais. que j'avais proposé au personnage de Flavie. Celui qui s'échappe peut choisir de faire s'échapper facilement l'un des autres. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Et il peut lui faire, par exemple, Thomas était sur le point de s'échapper, il a pu faire promettre, il a pu dire à Fly, si je m'échappe, je noterai ton objet dans l'échappatoire. Alors on est allé loin parce que l'objet, c'était quoi l'objet de Flavie? Un plan dans la tête. Un plan, c'était mon plan, ouais, le plan de. C'est un plan que tu avais récupéré dans la tête de qui? D'un monstre qui représentait tous les fœtus des enfants qui réclamaient une maman. Voilà. Et du coup, j'avais demandé en fait quel nom elle aurait donné à cet enfant s'il avait vécu, et c'est ce que je m'apprêtais à écrire justement pour le nom de l'objet. Ouais, et donc tu lui avais donné le nom de Paul, comme son papa. Comme son papa. Ah ouais, c'était fort. Mais c'était très fort. Mais je pense que c'est un jeu qui, moi, j'aimerais bien retenter une partie, mais avec l'option Battle Royale. Tu vois, genre non, avec un scénar comme ça, quoi. Ouais. Genre on est tous des copains de classe. Et faut s'échapper. Moi, je suis sûre que ça peut donner un Battle Royale marrant. C'était peut-être les liens. Moi, je sais que personnellement, le jeu ne m'aurait pas intéressé si dès le départ on pouvait s'entretuer. Oui, c'est vrai. Ouais, en fait, ça c'est vrai que c'est intéressant le fait que. En plus, il aurait été très court. Oui, on ne puisse s'entretuer que lorsque tous les objets ont été récupérés. En plus, ça fait des enjeux parce que chaque joueur du coup est un nombre d'objets potentiels à récupérer. Les monstres pourraient devenir des copains de classe qu'il faut buter pour obtenir des cartes et tu vois. Enfin, moi, du coup, j'ai pensé à ça aussi pendant la partie. Ça m'a vraiment fait penser à ça. D'accord, oui. Oui, je vois. Oui. Ouais. Sachant que là, les monstres, au début, on a décrit des monstres assez. C'était des monstres intimes. Finalement, c'était pas tellement monstrueux. Finalement, c'était des victimes on savait qu'on devait les tuer pour avoir des objets. Et donc, en fait, nos personnages, de toute façon, vacillent dans l'horreur, quoi. Ils sont autant victimes que coupables. Ouais. Allez, donc moi je trouve que c'est un très très bon jeu, un Pika. Ça je te l'ai dit. De toute façon, il est attesté. Toutes les personnes qui ont pu. Alors j'imagine que c'est aussi une expérience de lecture, parce qu'il y a l'air d'avoir un rapport de partie étrange. Ouais, puis il faut vivre la fin, quoi. Voilà. Alors attends. C'est vrai. Ouais, faut vivre la fin. J'en dis rien. Et finalement, quel est le rôle du meneur de jeu finalement dans ce jeu? Il n'a pas un rôle spécial par rapport aux joueurs, sauf que lui, il connaît les règles du jeu. Il connaît les règles du jeu, il les explique. Il connaît une règle supplémentaire qui est que quand on s'échappe des faubourgs, on a le droit de voir une image. Pas, oui. Il y a deux choses. Il y a en une fait. autre règle. Il sait ce qu'il y a dans l'échappatoire. Voilà, il sait ce qu'il y a dans l'échappatoire et il sait que quand on s'échappe des faubourgs, on a le droit de montrer une page du livre de règles qui révèle la fin de l'histoire. Voilà. Donc c'est un bon jeu. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que tu es prêt à entendre les critiques négatives? C'est-à-dire, à partir de là, les critiques négatives que j'ai, c'est pas des grosses critiques énormes, mais c'est des réflexions qui peut-être, à mon avis, elles font mal. Écoute, alors les critiques négatives, j'en ai eu pas mal. En fait, au moment de la restitution du jeu, puisque c'était un jeu pour le Game Chef, donc il y avait 4 concurrents, quatre autres participants qui devaient, 3, qui devaient lire le jeu. Quelles ont été leurs critiques? En gros, ils ont dit que c'était un jeu qui se faisait pas. Ouais, ça se fait pas de faire des jeux comme ça, Monsieur Minier. Je pense ça allait effectivement de dire que le jeu n'était pas légitime.
que c'était pas un jeu en fait. On peut se poser la question. Oui. Voilà. Ça a été de dire aussi que la base était trop cryptique et en fait que ça se faisait pas d'avoir une base hermétique. D'accord, ouais. Hein. On me l'a dit aussi sur le Val, ça. Voilà. Et puis il y en a qui admettaient que le jeu était légitime, c'est-à-dire que c'était un vrai jeu de rôle et tout, mais qui était vraiment trop rebuté par qui eux, en tout cas, n'avaient pas envie d'aller chercher aussi loin dans leur partie de jeu de rôle, quoi. Qui était pas client du jeu, quoi. Moi, j'ai aucune de ces remarques-là à te faire parce que je trouve que c'est un jeu de rôle. Oui, c'est un jeu de rôle. Par contre, j'en ai une seule à te faire. Quand on doit tuer les monstres, en gros, on joue soi-même l'adversité. Ces moments-là, je me suis fait chier. Je me suis fait chier quand je tuais les monstres. En fait, c'est pas ça qui m'intéressait. Alors, là voilà le problème. Principe de Shege. Absolument. Et à plusieurs reprises, en fait, le principe de Shege joue à plein. Alors, on va voir ça en détail. Mais à mon avis, c'est un truc assez incroyable. C'est qu'en fait, je crois que l'adversité dans ce jeu, ce n'est pas les monstres et ce n'est pas les visions cauchemardesques. Et donc, du coup, on évite le problème du principe de Shege. Alors, on va peut-être expliquer d'abord pour les auditeurs. La règle, tu es un monstre pour comprendre ou entre guillemets ce qui contredit le principe de Shege, c'est qu'en fait, si tu veux tuer un monstre, il suffit d'aller sur la même case que lui. Voilà. Et de déplier le pétale. Plier le pétale, tuer un monstre. Et voilà, tu l'as tué. Un monstre et tu l'as tué. Alors si c'est ta première action, faut que tu l'écrives de façon cauchemardesque. De toute façon, généralement, la façon dont tuer les monstres était assez gore, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais bon, voilà, c'est quand même, on peut créer un monstre et le tuer dans une même action. Exactement. Et donc là, on n'est pas loin du principe de Shege quand même. Hein, et on a même les deux pieds dedans. Et je vais plus loin. Je pense que dans ce jeu, moi, ce qui me fait peur, Pika, c'est l'horreur d'un autre. Et ça, c'est très important. Moi, ce qui me fait peur dans Silent Hill, c'est que je découvre l'horreur du personnage que j'incarne dans Silent Hill. Et c'est pas moi qui génère cette horreur. L'horreur, elle a été gérée par des développeurs, par des programmeurs, des directeurs artistiques qui ont choisi à tel endroit de montrer cette horreur. Le problème de ton jeu, en tout cas à mon sens, et la raison pour laquelle moi personnellement, si c'était le mien, je le modifierais, c'est que je trouve que tout ce qui est de l'ordre de l'horreur est généré par soi-même. Et je ne peux pas avoir peur de moi-même. Ma propre horreur ne peut pas me faire peur. Au final, moi, ce qui m'a fait peur, c'est les fœtus de Fly. C'est le sida de Kemal, c'est les monstres que vous avez générés. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le jeu, c'est les moments où on était en interaction et où du coup on pétait les plombs et on ne savait pas ce qu'allait se passer. Ouais. Mais au final, c'est moi mon horreur, je la connais en fait. Mais oui. Et donc du coup, moi, elle ne m'effraie pas. Mes propres visions cauchemardesques ne m'effraient pas parce que je les ai générées moi-même. S'il avait fallu que j'aille moi dans le foyer en flammes de Rome. Et que ce soit Rome qui joue le truc que j'allais devoir. En fait, le truc c'est quand on doit. Enfin, il aurait fallu que ce soit toi qui joue ce truc, qui joue mes trucs à moi. En fait. Eh ben non, je suis pas d'accord. Je sais pas comment ça marche pas non plus, et c'est pour ça qu'il y a un problème dans ce jeu, à mon sens. Parce que on a vu quand même que quand on créait des monstres, on se les créait pour soi. On ne les crée pas pour les autres. Oui, donc, dans un cas, on crée un truc pour nous, mais il ne nous effraie pas. Tu crées tes propres monstres. Mais bien sûr. Et Flavie a créé son propre fœtus parce que c'était en rapport avec elle. Autrement dit, elle fait une description d'un monstre qui est là, quelque part, qui nous attend. Mais en fait, ce qu'elle veut au plus profond d'elle-même, c'est que ce soit elle-même qui tue ce monstre. Oui, tout à fait, puisqu'il est créé pour mon personnage. Je me demande même si t'aurais pas été frustré si c'est le père Michel qui était arrivé avec son crucifix. J'avais les boules que t'as illuminées. Voilà, c'est ça. Et donc, au final, il y a un vrai problème dans le jeu si tu veux, on est tous les trois en train de jouer autour d'une même table. On se crée des choses qui nous font peur, qu'on a envie de résoudre. On peut les résoudre facilement. Les autres, s'ils interfèrent avec ces choses à résoudre, ça pose des problèmes. Ça commence à faire beaucoup. Il y a des principes de Shege un peu cachés, du genre tu crées toi-même ton horreur et ça fait moins peur. Est-ce que tu penses que Thomas, est-ce que tu penses que l'intention du jeu, alors attention, les intentions du jeu sont cachées. Hein. Dans la base, il y a pas une page où je décris mon propos, tout ça. Ouais. Est-ce que tu penses que le propos du jeu, c'est d'offrir un antagonisme par le biais de ces monstres? Est-ce que tu penses que l'antagonisme se situe à ce niveau? Eh bien non, justement. Et c'est là la question que je voudrais te poser. Où est l'adversaire? Qui est l'adversaire dans ce jeu? C'est les autres joueurs. C'est les autres joueurs, les adversaires. Autres joueurs, mais infiniment. À la fin, là, quand j'essaie de négocier avec Flavie. Donc en fait, pour qu'on puisse en sortir tous les deux. Moi, ce que j'ai peur,
Et j'avais raison, puisque finalement ça s'est mal passé pour moi. Donc j'ai Ce bien que j'ai compris. peur, c'est que le personnage de Flavie me tue, quoi. D'accord, on est d'accord. Donc j'ai bien compris ton jeu. Là, je suis content. Je suis content parce que du coup, ça C'est- explique bien. Et en fait, L'adversité n'est pas dans le les cauchemardesque. monstres, ils sont uniquement là Hmm. pour révéler les traumas. Les traumas des personnages Les qui vont personnages. s'affronter ensuite. Et aussi pour faire sortir les personnages de leurs limites. Hmm. Puisque les personnages, pour avancer dans le jeu, avoir une chance de s'en sortir, ils sont obligés Oui. de commettre des exactions. Alors je suis d'accord, mais alors du coup, est-ce que tu trouves pas que la partie où on décrit nos cauchemars et nos personnages est un peu trop longue? C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que dans cette partie, on a passé beaucoup de temps finalement avec des principes de Shege à un peu s'ennuyer pour attendre finalement le climax, qui est le moment où enfin on peut se foutre sur la gueule. Tu vois, enfin les vrais adversaires sont révélés. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Ouais, l'impression ou enfin, Ouais. on peut se c'est avoir les peut-être vrais mes choix choix. personnels, mais bon, que ouais, faut pas oublier que c'est Moi- un jeu qui a moi- été moi- créé dans le cadre d'un concours. ouais, Déjà, non, puis c'est extraordinaire. Je, Enfin, Thomas, je crée les jeux comme je les aime. ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, Ce jeu, tu le kiffes. quand je décris les éléments cauchemardesques et tout, Mais oui, je prends un panard mais complet, quoi. Donc je te dis, c'est un jeu pour ceux qui aiment créer des visions cauchemardesques. Des visions cauchemardesques. Ça, je l'ai noté. Moi, J'ai j'ai dit- moi, c'est j'ai clair trouvé que ça si- chouette si les moments où je t'aimes pouvais pas, créer ça, j'ai si trouvé t'es pas ça à chouette. l'aise avec ça, Voilà. si c'est pas c'est pas ton kiff dans le jeu de rôle, c'est évident que cette première partie-là, tu vas t'ennuyer. Mais bon, moi, enfin, le propos du jeu, il est là aussi, hein, c'est de Mais c'est de très se monter son propre cauchemar. dans le quoi, hein. fond, ça ne au départ, c'est moins un jeu qu'une forme de forge esthétique. On crée une espèce de Ouais. Moi, j'ai trouvé que Grosso ça- modo, tu que- passes ta qu'on première fait- partie à monter le setting. à monter ouais. le Moi, j'ai setting, trouvé voilà, c'est ça. qu'on passait beaucoup de temps à monter le truc, mais qui du coup, ça nous mettait dans une ambiance pour le moment où justement on allait avoir les vrais choix. Ça justifiait tous les choix des personnages ensuite, quoi. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais si tu prends le côté horrifique que tu te distribues à toi-même, le côté principe de Shege finalement là-dedans, c'est-à-dire le fait que tu t'ennuies parce que tu crées tes propres monstres et ta propre horreur, vous trouvez pas quand même que ce setting est un peu long à Alors, venir? Moi, en fait, pour être honnête, si j'ai trouvé que la partie était chouette, c'est aussi parce qu'il y a la fin, quoi. Bah ouais. Le moment où on a pu faire nos choix, etc. D'accord. Donc, mais par contre, c'est vrai que ça met du temps à venir Hmm. et que ça gagnerait peut-être à être un peu raccourci. Oui, Mais en même temps, j'ai adoré la fin. d'accord. Donc, j'ai trouvé ça chouette. Alors voilà, Je pense que c'est de l'horreur atmosphérique. l'horreur Bah atmosphérique. oui, c'est ça. C'est-à-dire C'est du sludgecore. non, mais atmosphérique. c'est que l'ambition du jeu, c'est d'installer cette ambiance glauque et lourde. Et donc, effectivement, ça prend du temps. Donc, chacun. C'est un rythme que tout le monde n'apprécie pas, bon, Ouais. forcément, quoi. Hein. Mais tu C'est vois, c'est un choix que j'assume, quoi. En fait, si tu veux. Pour non, moi, non, c'est non, pas mais- un défaut du jeu, quoi. bah pour moi, c'en est un. Mais Et- au-delà de ça, moi, j'ai Hmm. passé vraiment un très bon moment. Pour Ben être moi, honnête. moi moins parce que du coup j'étais un peu en retrait et tout. Mais c'est bien justement d'avoir les deux avis. Toi t'as mis toi dans ton personnage et tout. Moi de toute façon sur ce genre de jeu tu me trouveras toujours en avocat du diable. Mais par contre Non, mais c'est bien, j'adore du point ça. de vue mécanique, je trouve qu'il est bien fait. C'est incroyable. Je pense que des gens comme Frédéric, Fabien par exemple qui adorent ce genre d'ambiance, je vais leur filer le bouquin. Je l'ai acheté, hein, chers auditeurs. Donc vous voyez, je dis beaucoup de mal du jeu, mais je l'ai acheté. Je tiens à le dire. Donc voilà, je trouve très bien quand même. Attention, je suis en train de faire des critiques, mais Puis, c'est pour. De toute faut façon, être le honnête, jeu, d'habitude, il cherche à te bousculer, donc c'est d'habitude, je normal que ça n'aime déclenche pas- des réactions. Je n'envisage pas de refaire une partie de ce genre Ah. de jeu. Oui. Et là, ben, j'en referai pas des dizaines, faut être honnête. Mais je pense une autre partie me ferait Ah, plaisir. tout comme je regarderai pas Eraserhead 10 fois de suite. Ouais, hein. ça, c'est vrai. Alors attends, moi je fais pas partie des gens qui ont été bouleversés par le jeu. J'ai pas été bousculé par le Non, jeu. en fait, moi, c'est pas parce Ouais. qu'il m'a fait Non. flipper ou quoi que ce soit ou qui m'a bouleversé, c'est parce que je trouve les mécaniques intéressantes, Voilà. que j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner dans une autre partie. Tout à fait, dans une autre ambiance. Je pense que par contre, tu peux pas y jouer avec les mêmes personnes. Non, je pense pas. Tu peux jouer en fait, tu peux y jouer qu'une fois avec le même groupe. Sauf si elles explorent des valeurs différentes d'elles-mêmes. En fait, on peut jouer une fois 1000 personnes. Oui, mais donc toujours dans cette critique négative, hein, finalement c'est lié, c'est le fameux mindfuck dont tu nous parlais au départ. Ouais. Bah moi je trouve qu'il n'existe pas. Parce qu'en fait, dans le principe du mindfuck, c'est qu'il y a quand même quelqu'un derrière qui manie les ficelles. Et pour qu'il y ait du mindfuck, il faut qu'il y ait de la réflexion. Que la personne, elle se penche sur le scénar, qu'elle cherche. Mais qu'est-ce que l'auteur a voulu me dire ? Ouais. Et le problème, c'est que là, comme on est tous les trois à faire des scènes qui sont valables pour nous-mêmes, comme on est tous les trois à entre guillemets se branler dans notre coin, excusez-moi, bah du coup, il n'y a pas de mindfuck. Parce que... Le mindfuck, pour moi, c'est- c'est la révélation de fin. Ouais, mais du coup, ouais, c'est le mindfuck de Thomas Munier
Non, ou du coup, c'est toi qui... C'est quoi? Enfin, du coup, moi, en ayant ce truc-là qui est quand même assez hermétique, je vais être obligée de me construire Une fin. un truc dans ma tête, tu vois. Mais je pense que, attention, moi, je suis assez preneuse de ce genre de choses, du coup, j'ai construit le truc dans ma tête, mais il y a des gens qui seront extrêmement déçus. Moi, en fait, le truc, c'est que pour moi, mindfuck suppose qu'il y a un auteur qui te mindfuck. Là, comme il y a 3 auteurs, on sait que ça n'a ni queue ni tête, en fait, honnêtement. Après, est-ce que tu penses que le système de résolution, notamment, enfin même le système de jeu dans son ensemble, est-ce que par moment, tu sentais pas qu'il essayait de te passer l'un ou l'autre des messages, notamment quand même en drivant. Enfin, est-ce que par exemple, tu penses que le système le système a drivé d'une certaine façon le comportement de ton personnage? Alors, oui, absolument. Et je suis d'accord que le système a drivé la narration. Et c'est pour ça que c'était un bon jeu, Thomas. Parce que si le système avait pas drivé la narration, ça aurait été comme Marat de Bretagne. T'aurais pris 2 calottes dans ta gueule. C'est tout. Attention, non. Podcast de celui, ça déconne pas. On calotte les auteurs. Non, alors, mais réfléchissez avant de venir. Attends, le truc, c'est que là, évidemment. Et c'est vrai que le système de jeu est mindfuck. Et c'est pour ça, mais c'est le mindfuck de Thomas Munier. Et puis, il y a un truc c'est pas la agréable. narration, c'est pas la fiction qui est mindfuck. Dans beaucoup de jeux narrativistes, enfin, narration partagée, on va dire plutôt. À autorité partagée. À autorité partagée. On passe une bonne partie du jeu à se demander ce qu'on va faire après pour ensuite le jouer pendant 2 secondes. Là, avec le système des pétales, c'est direct. Ouais, ça c'est vrai que c'est bien. Ouais, c'est un point fort du jeu, clairement. Donc, pour qu'il y ait mindfuck, il faut qu'il y ait, voilà, un auteur, à mon avis, qui dise quelque chose. Alors, tu veux dire que le système est mindfuck. Le système de jeu est mindfuck. La façon dont la base est rédigée, le système de jeu. Ouais. Ah, ça, je suis d'accord. Ah, d'accord, c'est là qu'il se situe le mindfuck. Voilà, et puis même, je pense, est-ce que tu crois pas que... je l'ai cherché au mauvais endroit. Est-ce que tu crois pas que... c'est le principe du mindfuck, hein, c'est pas toujours le oui, j'ai cherché le mindfuck dans la fiction, alors qu'en fait, est-ce que tu crois pas au début, même dans la fiction, par exemple, il y a plusieurs fois, bon, je l'ai un peu amené, évidemment, parce que... D'accord. Étant auteur, j'amène je file un petit peu je vous file des biscuits. Par exemple, à plusieurs reprises, mon personnage Kemal vous demande où est-ce qu'on est. Ouais. Et lui, il émet une hypothèse, il dit on est dans mon enfer personnel. Ouais. Et en fait, vous apportez d'autres. Il y a eu le mindfuck, il était là. Enfin, je pense qu'il était là aussi. C'est demandé, mais bordel, c'est où les faubourgs et à qui la faute en fait C'est à qui? Il y a un moment, c'était carrément, c'est posé la question, c'est la faute de qui quoi Pourquoi on est là quoi Et par exemple, Flavie disait non mais je suis innocente, j'ai rien à faire là, pourquoi je suis ici dans cet enfer, c'est ta faute qui est mal. Après on a rejeté la faute sur Michel. Ouais, c'est intéressant. Après, une petite question comme ça, mais c'est pas vraiment une critique négative. Est-ce que tu trouverais pas que l'horreur serait peut-être plus forte si de temps en temps il y avait des scènes qui étaient pas horrifiques? Par moment, j'ai trouvé que c'était too much. On se déplace, on est obligé de décrire quelque chose d'horrible. Alors c'est chiant. Moi, je trouve ça. Excuse-moi, hein, Picard. Je trouve ça chiant, quoi. Je veux juste décrire que je suis en train de marcher sur un ponton pour gagner un lieu et je dois décrire un truc horrifique. Contrainte au départ, oui. Ouais, ça donnait des trucs du genre au début le passage, donc c'était ton bateau. Puis ça donnait des trucs du genre à la fin le bateau il est tenu par une grue, des bras. Enfin, le bateau il fait 1000 trucs complètement rocambolesques. En fait, c'est un peu. Mais là, c'est peut-être un tort de ma maîtrise. C'est que à plusieurs reprises, j'ai été tenté de te dire, parce que par exemple, toi, tu partais dans des descriptions gonzo. C'est-à-dire que t'en faisais des kilotonnes pour respecter la contrainte du cauchemardesque. Pika, toi aussi. Oui, non mais attends, faut arrêter. Oui, y a pas... toi aussi tu faisais du gonzo. Alors, attends, avec ton séropositif qui nique ses nanas à tour de bras. Non, surtout, mais au-delà de ça, quand Romain en faisait pas assez, tu lui demandais d'en faire plus. Voilà. Ouais, c'est un dosage qui est difficile à trouver. Mais par exemple, c'est quand t'amènes des éléments horrifiques, mais qui sont dans un surnaturel complètement débridé et à un moment donné où t'as assez déconnecté. Il y a plusieurs fois j'ai voulu te reprendre. C'est-à-dire qu'en fait il y a des moments où on passait vraiment dans la démesure horrifique. Il y a un moment par exemple t'as dit mon personnage a une gueule de chien. Et alors qu'on était c'était ton deuxième tour, quelque chose comme ça quoi. Et là je voyais Romaric partir avec ton personnage partir avec une gueule de chien pour tout le reste de la partie et je t'ai dit non. Je t'ai dit non. À un moment donné aussi, t'as dit à Fly de pas trop faire popper Flavie voulait faire apparaître une arme dans ses mains. Je lui ai dit non parce que ce surnaturel-là débridé,
Du coup, effectivement, la fiction devenait trop totipotente. Ça devient trop toonesque. Voilà, en fait. Et du coup, on n'était plus dans l'horreur. Alors c'est pas ça mais que je veux je dire. pense qu'on aurait pu être encore plus mesuré que ça. Alors c'est pas ce que je veux te dire, Thomas. C'est-à-dire que là tu me réponds, il faut éviter. Alors je suis d'accord avec toi qu'il y a ce problème, c'est-à-dire que j'en ai fait too much et tout. Il y a des objets qui pop n'importe comment, c'est pas bon pour l'horreur et tout. C'est comme dans Silent Hill. Dans Silent Hill, il y a un réalisme, il y a un réalisme intéressant, étouffant et tout. C'est intéressant. Mais je pense, c'est vrai que les descriptions cauchemardesques. Effectivement, à chaque tour, c'est ça qui te gêne. À chaque tour, voilà, c'est ça. C'est ça qui me fatigue. C'est-à-dire que j'aurais bien voulu qu'à un moment donné, on puisse faire du ressourcement, sa première action, et décrire un moment de paix. Tu vois, et moi je fais partie de ces gens, par exemple, je maîtrisais pas mal Agone à un moment donné, et j'avais trouvé une astuce de maîtrise pour Agone qui était assez bonne, je pense, qui consistait à faire des personnages humoristiques et drôles, et presque, ridicules, pour augmenter le charisme et la gravité des personnages importants. Et ça fonctionnait très bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu mêles, enfin, c'est pas que tu mélanges de genre, mais c'est que tu permets de faire des pauses qui permettent de mieux savourer les moments où l'horreur est là. Le problème de l'horreur permanente et du cauchemar permanent, c'est qu'à la fin, il s'efface un peu dans la monotonie. Alors, à mon sens, c'était pas à la base de fournir on va dire, c'est un réglage. C'est-à-dire c'est un réglage de rythme et à mon sens c'était pas à la base de le fournir ou dans le sens où par exemple si t'as pas lu la base mais à la fin dans le rapport de partie les descriptions sont nettement plus lacunaires, plus limitées et donc il y a des moments aussi à plusieurs fois mais j'aurais dû le faire plus peut-être encore. À plusieurs fois je t'ai dit non c'est bon on valide ta description elle est peut-être pas assez poussée mais on la valide on passe à autre chose. Donc c'est un équilibrage à trouver, mais c'est presque inhérent à la table, quoi. Et puis le pire, c'est que moi-même, en tant que MJ, je suis pas trop dans. Je pense que tu as pu le voir. Je suis pas dans la retenue. Moi, c'est J'adore. Je maîtrise hyper rythmé, et donc c'est clair que s'il y a pas des autres joueurs qui poussent à la roue pour ralentir le rythme, c'est pas forcément moi qui vais le faire, quoi. Ça, c'est une question que j'ai envie de te poser, c'est qu'en fait, quand on regarde. Toujours tous tes jeux, ils ne se disent pas. Je sais pas comment dire. C'est toujours cryptique. C'est jamais évident ce qu'il faut y faire. Dans Milvaux, les textes sont parfois cachés sous des dessins. Il y a des choses qui sont pas claires. C'est presque cryptique. Dans Lacuna, un jeu que tu nous avais testé, qui n'est pas de toi, mais que tu nous as fait tester à la cellule, c'est pareil. C'est un jeu cryptique qui ne dit pas trop comment y jouer. Et là, tu nous fais encore un jeu cryptique. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Pourquoi est-ce que tu aimes ça? S'échapper des faubourgs. Effectivement, c'est un jeu cryptique. Parce que c'est un jeu qui célèbre les MJ. D'accord. C'est un jeu MJ, quoi. C'est-à-dire que je vais prendre ce jeu qui est une épreuve et je vais me confronter en tant que MJ, je vais me confronter à cette épreuve qui est de maîtriser ce jeu, quoi. D'accord. Et c'est-à-dire que effectivement, il va falloir que j'y amène mes propres techniques parce que là, tout n'est pas dit. Même si j'essaie de donner des bases pour qu'on produise quand même du jeu cauchemardesque. Mais effectivement, il faut que le MJ mette du sien. Après, je pense pas que ce soit le cas de mes autres jeux. Honnêtement, la base de Milvaux Sombre, Milvaux Sombre, c'est pas un jeu de rôle en lui-même. Il y a déjà une base qui est sombre où quand même les choses elles sont très détaillées. Dans Milvaux Sombre, j'en rajoute pour expliquer comment je maîtrise Milvaux dans le jeu avec le jeu de rôle sombre. Dans Inflorenza, il y a 20 pages de règles et 180 pages de conseils. Alors, je pense que je pouvais difficilement donner plus de clés. Mais s'échapper des faubourgs. J'avais l'impression que t'étais s'échapper des faubourgs ne donne pas les clés. D'accord, c'est très bien. Ok. Excuse-moi d'avoir mal interprété du coup. J'avais l'impression que c'était quelque chose d'inhérent à toi en tant qu'auteur, mais pas du tout. En fait. Mais bon, comme on n'a pas lu la base en même temps, c'est normal qu'on se pose. Oui, mais en fait, ça y est. Avec toutes les informations qu'il a données, je pense savoir ce qu'on trouve dans la base. On trouve l'histoire d'une partie qui dégénère, en fait. C'est à la limite, on aurait pu prendre notre partie et l'écrire, et c'était la base, quoi. D'accord, ok. Mais bon, elle a pas dégénéré, la note, elle s'est très bien passée, notre partie. Bon. C'est une partie normale de s'échapper des faubourgs. On va vous laisser une partie normale. Qu'est-ce que ça veut dire? On va vous laisser sur cette conclusion. Donc, vous l'aurez compris, hein, c'est un très très bon jeu qui utilise un plateau. C'est un très bon jeu à voir un jour. Franchement, faut le voir. Qui utilise un plateau pour son système de résolution et un système avec des pétales. Donc ça, c'est très important, très intéressant. Un système de résolution très très intéressant qui est parfaitement en adéquation avec ce
vers quoi les joueurs sont invités à créer, donc ça c'est très bon. Après, bah, justement, dans les défauts, pour résumer, on pourrait dire qu'il y a une espèce d'attente au départ. Alors, soit elle vous intéresse parce que vous aimez ce phénomène de suspense, mais bon, moi je trouve un peu suspense, oui, ou de description, on va dire cauchemardesque, qui mène jusqu'au au climax. Soit vous vous ennuyez, vous aimerez, de toute façon, vous adorerez le climax et la fin, donc voilà. Mais ce serait juste le défaut, c'est peut-être au début le petit principe de Shege là. Mais putain, pour un jeu qui a été fait pour un concours, Pika, et t'as gagné, j'espère. T'as gagné. Non. Mais c'est qui a gagné? Si son jeu est mieux que ça, faut que tu nous l'invites. Non, le jeu qui a gagné est un excellent jeu, un jeu que j'ai adoré, que j'ai faut que tu nous l'invites, on va le tester. Joué. C'est Les Petits Chasseurs d'émotions par Saladin. Ah. Alors, c'est pas tout le même registre, hein, puisqu'on joue des petits enfants très gentils. On veut jouer à ça. Qui essayent Comme quoi, à partir des mêmes contraintes, on a Voilà. pas tout à fait la même qui chose. essayent de guérir des adultes qui perdent leurs émotions, en fait. Bah écoute, tu viendras tu t'as l'air d'avoir lu le jeu, de connaître le jeu. Tu viendras nous le présenter à la cellule. Ah bah ouais, le mieux serait peut-être que Saladin le présente lui-même, mais pourquoi pas un jour. Si seulement. Allez, on vous laisse là-dessus. Merci Pika pour Est-ce que je peux finir sur une toute petite question aux auditeurs? Ouais, je t'en prie. Bah la question, parce que finalement je suis pas certain d'avoir assez défriché le sujet à travers ce podcast, c'est vous en tant que lâchez-vous dans les commentaires en tant que joueur, en tant que public rôliste, quelles sont vos limites en jeu de rôle? Est-ce que vous pensez qu'il y a certains tabous qui n'est pas légitime d'aborder en jeu de rôle, ou en tout cas qui heurtent vos propres limites? Comment vous-même vous gérez le contrat social quand vous utilisez un jeu qui paraît explorer les traumas, explorer la morale? Voilà. C'est vrai qu'au final on n'en a pas du tout parlé. Est-ce qu'on peut tout dire en jeu de rôle? Voilà. Jusqu'à quel point on peut aller mais là c'est une question qui va interpeller, je pense, la sensibilité de chacun. Bah écoute, moi je pense que c'est aussi un excellent thème de podcast, mais peut-être un autre podcast, parce qu'il y aurait plein d'autres jeux à citer que par-delà les faubourgs. Culte, Lacuna et compagnie. Culte, qui a été le premier à défrayer la chronique là-dessus. Les cordes sensibles. Le vampire de Mortensen, pas Mortensen. Oui, pas le. Oui, je sais plus comment il s'appelle. Il faudra regarder tout ça en détail parce que sinon on va passer pour des branques. Allez, que la force soit avec vous, chers auditeurs. Salut. Portez-vous bien, jouez bien. Allez, salut. Échappez-vous des faubourgs.